Alors, bienvenue à tous. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Scott Ritter, ancien inspecteur en armement des Nations Unies, officier du renseignement du Corps des Marines des États-Unis et auteur. Aujourd'hui, cependant, j'aimerais vraiment aborder votre travail d'inspecteur en armement, car il ne nous reste plus qu'un seul traité de contrôle des armements nucléaires, le New START, le traité de réduction des armes stratégiques. Eh bien, celui-ci expire aujourd'hui. Cela nous laisse donc, si je ne me trompe pas, sans aucun accord de contrôle des armements nucléaires. C'est assez étrange, car les conséquences pourraient être très graves. Et pourtant, je ne vois guère d'inquiétude de la part de nos gouvernements ou des médias d'ailleurs. On aurait pu penser que ce serait une priorité. Quelle est l'importance de cette situation? Non, c'est d'une importance capitale, presque apocalyptique. J'ai écrit un livre intitulé Highway to Hell, et je l'ai appelé ainsi parce que j'ai dit que si nous laissions le traité New START expirer, sans instaurer soit un moratoire sur les plafonds d'armes nucléaires déployés en attendant un nouveau traité, soit un nouveau traité lui-même, nous augmenterions considérablement la probabilité d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, ou entre les États-Unis et la Chine. En ce moment, en maintenant le traité New START, nous préservons 6 décennies d'héritage en matière de contrôle des armements. Vous savez, tout cela a commencé dans le sillage de la crise des missiles de Cuba, lorsque John F. Kennedy et Nikita Khrouchtchev ont réalisé « Mon Dieu, nous avons failli commettre l'impensable ». Comment commencer à sortir de cette situation? Mais avant qu'ils ne puissent entamer un dialogue, Kennedy a reçu une balle dans la tête et Khrouchtchev a été évincé du pouvoir par Kosygin, Brejnev et un autre membre du triumvirat. Je ne me souviens plus lequel. Tu sais, Johnson est arrivé et il lui a fallu un certain temps pour trouver ses marques en matière de contrôle des armements. Au moment où il était prêt à conclure un accord significatif sur le contrôle des armements avec l'Union soviétique, le printemps de Prague a eu lieu et les chars soviétiques à Prague ont rendu impossible toute avancée pour Johnson. C'est donc à Nixon que la tâche est revenue. Sous Nixon, nous avons lancé le traité ABM. Je viens justement de terminer un texte en 3 parties sur le traité ABM et sur son importance, car si tu le lis, tu verras que je ne parle pas seulement du traité ABM. Tout était lié à ce traité. Nous n'aurions pas pu avoir de négociations sur la limitation des armes stratégiques sans le traité ABM. Nous n'aurions pas pu avoir de négociations sur la réduction des armes stratégiques sans le traité ABM, car le traité ABM pose les bases. Il crée le concept de destruction mutuelle assurée. Pourquoi est-ce important? Parce que cela signifie que nous ne pouvons pas gagner une guerre nucléaire, donc il n'y a aucune raison d'en mener une. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'autant d'armes nucléaires que nous le pensions et que nous pouvons entamer un processus de réduction. Mais tout est interconnecté. Le traité START original a été signé, je crois, le 31 juillet 1991. À la fin du processus, George Herbert Walker Bush s'est assis avec Mikhail Gorbatchev et l'a signé. Donc, un peu plus de 2 semaines plus tard, il y a eu un coup d'État à Moscou, et quelques mois après, l'Union soviétique avait disparu. Le traité START est alors entré en vigueur, mais il a été immédiatement entravé par le fait que l'Union soviétique n'existait plus. Il a fallu plusieurs années pour déterminer quoi faire des anciennes armes nucléaires soviétiques encore sous contrôle opérationnel russe, au Kazakhstan, en Biélorussie et en Ukraine. Et au moment où nous avons réuni toutes les nations pour signer le traité START, la mentalité qu'il avait inspirée avait changé. Parce que vous savez, la raison pour laquelle nous étions prêts à faire du contrôle des armements avec les Russes, c'est qu'ils pouvaient nous botter les fesses. Nous pouvions leur rendre l'appareil, mais eux aussi pouvaient nous battre. Nous les respections. Nous les craignions.
Et ce respect, et cette combinaison de respect et de crainte, ont rendu le contrôle des armements nécessaire. Mais une fois le traité auquel j'ai participé, au départ, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, signé en 1987, entré en vigueur en 1988, je le dirai une fois et je le redirai encore, j'ai été le premier inspecteur d'armes sur le terrain en Union soviétique, chargé de mettre en œuvre ce traité. Et je brandis ce drapeau à chaque occasion, car je suis très fier de ce rôle. Nous avons écrit le manuel de l'inspection sur site. L'inspection sur site est ce qui rend possible les traités modernes de contrôle des armements. La certitude de la vérification, du respect des engagements, rendue possible par une armée bien formée, vous savez, un œil humain relié à un cerveau bien entraîné. C'est imbattable. Et nous l'avons inventé avec le traité INF, puis cela s'est poursuivi avec START et tout le reste. Mais vous savez, c'était un bon traité parce que nous les respections, ils nous respectaient, et cela s'est fait sur une base mutuellement bénéfique. Oui. Le traité START a été négocié sous un nuage parce que, vous savez, il a été sans cesse retardé. Au moment où, vous savez, George Herbert Walker Bush s'est assis avec Mikhail Gorbatchev le 31 juillet 1991. Gorbatchev faisait des concessions aux États-Unis que beaucoup, au sein du ministère soviétique de la Défense, jugeaient excessives, disant « Nous ne devrions pas céder tout cela. Nous en donnons trop. Nous ne recevons pas assez. » Et donc START a toujours été perçu par les Soviétiques, puis par les Russes, comme une sorte d'instrument d'intimidation, n'est-ce pas? Intimidation en matière de contrôle des armements. Pourquoi? Eh bien, parce que nous n'avions plus peur de la Russie. Nous estimions que la dissuasion nucléaire stratégique russe s'était affaiblie. Elle restait dangereuse. Il fallait encore y prêter attention. Mais nous n'en avions plus peur. Nous ne laissions plus cette peur dominer nos esprits. Et quand cela arrive, nous commençons à penser différemment. Par exemple, qu'en est-il de l'Iran? Qu'en est-il de la Corée du Nord? Qu'en est-il de leurs missiles balistiques? Quelle défense avons-nous contre une attaque de missiles d'un État voyou? Et alors, nous commençons à parler de construire des défenses antimissiles balistiques qui violent le traité ABM. Lorsque nous avons été avertis par les Russes, en réalité, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, c'était encore sous Clinton, les Russes ont dit « Si vous faites cela, nous allons... » Car il y avait le traité START initial, puis START 2, qui était presque ratifié, et START 3 qui devait être négocié. Les Russes ont dit « Nous allons nous retirer de START 2. Nous n'allons pas le ratifier. » L'élément clé de START 2, c'était la démirvation des missiles. On réduisait ces missiles qui portaient plusieurs ogives. Une partie du contrôle des armements consiste à dire « Nous n'avons pas besoin de plusieurs ogives puisqu'il n'y a pas de défense antimissiles balistiques à submerger. » C'est pour cela que nous étions passés au MIRV. S'il y a une défense antimissile, il faut la saturer. S'il n'y en a pas, nous pouvons réduire. Vous voyez le principe? Cause et effet. Mais les Russes ont dit « Eh bien, nous pourrions devoir remettre des ogives. » Et Colin Powell, le secrétaire d'État, a déclaré « Peu importe, nous ne sommes pas inquiets des Russes. Ils ne sont pas comme nous. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Cela ne nous affecte pas. » Quelle arrogance dans cette déclaration. Et cela s'est poursuivi avec George W. Bush, qui a ensuite tout simplement supprimé le traité ABM, parce que nous n'en avions rien à faire. Vladimir Poutine a essayé de prévenir tout le monde. Il y aurait des conséquences. C'est déstabilisant. Ce n'est pas une bonne chose. Mais nous considérions toujours la Russie comme la petite sœur plus faible. Vous savez, nous ne la craignions pas. Nous ne la respections pas. Le traité START a continué. Il a expiré en 2009. Bush a essayé de négocier un nouveau traité START, n'a pas réussi à le conclure et l'a transmis à Obama. C'était intéressant cependant, car il allait y avoir un vide entre la fin de START et l'entrée en vigueur de New START. Et le Sénat a dit,
Et vous ne pouvez pas avoir ce vide. Voyez-vous, en ce moment, nous sommes à l'aise avec les capacités nucléaires russes parce que nous savons ce qu'elles sont. Nous avons des inspecteurs sur le terrain, nous échangeons des données, nous avons ce traité, et cela nous rassure. Nous savons ce qu'ils ont, et ils savent ce que nous avons. Les choses sont calmes. Mais si vous arrêtez les inspections sur place, nous ne savons plus ce qu'ils ont. Soudain, l'incertitude s'installe, et nous devons supposer le pire. Cette situation pourrait devenir incontrôlable. Alors ils en ont parlé à l'administration Obama, et ils ont accéléré le processus pour que le nouveau traité START entre en vigueur. Mais le problème avec le nouveau traité START, c'est que nous n'avons pas négocié de bonne foi. Rose Gottemoeller était la principale négociatrice américaine. Son homologue était Anatoly Antonov, l'ancien ambassadeur de Russie aux États-Unis. J'ai eu de nombreux déjeuners avec l'ambassadeur Antonov où nous avons parlé du nouveau traité START et de ce processus. Et il a dit, vous savez, les États-Unis ont commencé à jouer avec les mots sur ce que cela signifie, par exemple, de désarmer un bombardier B-52 ou de désarmer un tube de lancement de sous-marins Trident, afin d'atteindre les chiffres de déploiement, puisque nous parlons des systèmes d'armes nucléaires déployés qu'ils surveillent. Et il a dit, pour nous, il était clair que lorsque nous parlions de désarmer un B-52, c'était définitif. C'est terminé. Une fois désarmé, il ne peut plus jamais transporter d'armes nucléaires. Même chose pour les tubes de lancement de missiles balistiques des sous-marins. À jamais. Et ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis se sont contentés d'ouvrir le B-52 et de couper quelques fils. Voilà, il ne peut plus lancer de bombes nucléaires. Et les Russes disaient, « Mais que se passe-t-il quand vous rebranchez les fils ?»« Oui, mais nous n'allons pas le faire. » Et le problème, voyez-vous, c'est que nous avons eu des généraux qui ont témoigné devant le Congrès, parce que le Congrès disait, « Eh bien, et si les Russes trichaient, et si les Russes prenaient de l'avance, nous pouvons remettre les B-52 en service en très peu de temps. Nous pouvons réinstaller les tubes de lancement, car ils n'ont pas été définitivement démantelés. En quelques mois, si les Russes trichent, nous pouvons revenir exactement à la situation précédente. Ne vous en faites pas. Cela signifie que le traité est dénué de sens. » Et les Russes disaient, « Ce traité est absolument vide de sens puisque vous avez admis que vous pouviez revenir en arrière instantanément. » Donc déjà, le nouveau traité START posait problème. L'autre point, c'est que les Russes disaient, « Nous ne pouvons pas vraiment parler de contrôle des armements stratégiques, car lorsque le traité START a été négocié, le traité ABM est encore en vigueur. Mais maintenant, le nouveau traité START est en cours de négociation. » Il n'y a pas de traité ABM. Les Russes disaient, « Vous savez les gars, comprenez bien, si vous construisez une défense antimissile pendant que nous négocions sur les armes stratégiques, sur les chiffres, et que vous développez une défense, cela signifie que nos calculs, fondés sur l'hypothèse qu'il n'y aura pas de guerre et que la dissuasion mutuelle fonctionne, doivent être revus. Parce que nous devons supposer que vous vous préparez à une première frappe et nous devons donc disposer d'une capacité de riposte. Cela change notre équilibre. » Et Gottemoeller a dit « Non, 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 ne vous inquiétez pas. » Obama a dit à Medvedev « Ne t'en fais pas, c'est juste une question politique. » Vous voyez, nous avons ce truc qu'on appelle le Congrès et nous avons du mal à faire adopter ce nouveau traité START. Donc nous allons le faire passer et ensuite nous reviendrons pour traiter la question des missiles balistiques. Ils ont fait une déclaration conjointe et les États-Unis, après avoir fait ce que les Russes avaient demandé pour obtenir cet accord, ont ensuite déclaré que cela n'avait aucune importance, que la déclaration conjointe était dénuée de sens. Anatoly Antonov a attendu que Rose Gottemoeller l'appelle comme elle l'avait promis. Elle ne l'a pas fait. Il l'a appelée et elle a dit « Non, nous ne faisons pas de défense antimissile. Ils ont menti. »
Ainsi, le traité New START a été maudit dès le départ, avec de mauvaises intentions de la part des États-Unis et des mensonges de leur part. Mais malgré tout, c'est un accord qui comporte un cadre de stabilité. C'est pourquoi, en 2021, lorsqu'il arrivait à expiration, ils ont décidé de signer à nouveau la prolongation de 5 ans que le traité prévoyait automatiquement. Mais on supposait à l'époque qu'ils savaient qu'aucune autre prolongation n'était autorisée, qu'il faudrait un nouveau traité à négocier. L'administration Biden n'a jamais fait le moindre effort pour négocier à cause de l'Ukraine. Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne a refusé l'accès à son espace aérien aux avions russes qui envoyaient des inspecteurs aux États-Unis. Les États-Unis ont envoyé des inspecteurs en Russie, et les Russes ont dit d'accord, venez, vous pouvez tout voir, etc. Mais lorsque les Russes ont envoyé leurs inspecteurs, ils ont été bloqués. Et la Russie s'est tournée vers les États-Unis en disant, c'est notre traité. Vous devez garantir notre avion. Et nous avons dit non, non, c'est entre vous et les Européens. Les Russes ont répondu, eh bien, alors pas d'inspecteurs, et c'en fut fini. Ensuite, les États-Unis ont commencé à parler de la défaite stratégique de la Russie, et la Russie s'est dit, eh bien, la seule chose qui nous empêche d'être vaincus stratégiquement, c'est notre arsenal nucléaire. Donc nous n'allons tout simplement pas jouer à ce jeu. Ils ont cessé de fournir des données. En gros, le traité New START est mort. En 2022-2023, il avait cessé de fonctionner. Mais les plafonds sont restés en place et les deux parties se sont engagées à les maintenir. C'est intéressant. Rose Gottemoeller, alors que nous approchons de la fin de l'expiration du traité New START, a déclaré que c'était impératif, car cela nous ramène à ce dont je te parlais à propos de Nunn et Lugar, les deux sénateurs. Elle a dit qu'il est essentiel que nous ayons confiance si nous voulons procéder à cette prolongation, à ce moratoire d'1 an. Nous devons avoir confiance dans ces chiffres. Et comme il n'y a pas eu d'inspection depuis 2 ans, nous devons rétablir la base de référence des inspections, c'est-à-dire simplement faire revenir les inspecteurs et reconfirmer que tout est conforme à ce que cela doit être, afin que, lorsque la limite entrera en vigueur, on puisse avoir un niveau de confiance suffisant pour considérer que ces chiffres sont fiables. Eh bien, nous n'avons même pas fait cela. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que ce traité va expirer. Il n'y a aucune confiance des Russes envers les Américains. Nous partons simplement du principe que les Russes pensent que nous négocions de mauvaise foi. Et nous allons laisser le traité expirer à cause de la Chine. Nous avons besoin de la Chine, vous savez, parce que Donald Trump et Joe Biden ont tous deux menacé la Chine d'une guerre nucléaire. Si la Chine ose attaquer Taïwan et que l'Amérique intervient au nom de Taïwan, et que la Chine bat l'Amérique, nous bombarderons la Chine. Puis nous avons dit, eh bien, nous pourrions devoir frapper la Chine de manière préventive. Et les Chinois ont réagi. Attendez une minute. Notre posture nucléaire actuelle ne fonctionne pas. 200 anciens systèmes de livraison que nous devons moderniser. Ils ont donc commencé à les moderniser. Les États-Unis ont accusé les Chinois d'essayer d'égaler nos chiffres. 1500. Les Chinois ont répondu non, nous en sommes à 600. Cela nous convient, car nous ne sommes pas là pour jouer à ce jeu. Mais nous n'allons pas permettre aux États-Unis de nous mettre dans le même panier que la Russie. Nous ne sommes pas la Russie. Nous sommes la Chine. Nous avons une politique nucléaire indépendante. Avant même de pouvoir commencer à parler avec les États-Unis, nous avons besoin que les États-Unis et la Russie règlent leurs questions bilatérales de désarmement nucléaire, qu'ils mettent leurs traités en place, puis que leurs chiffres descendent peut-être jusqu'aux nôtres. Et une fois que vos chiffres seront descendus aux nôtres, alors nous pourrons tous parler d'un traité tripartite. Mais ensuite, l'administration Biden, puis plus tard l'administration Trump,
Biden administration, then later the Trump administration, under the Biden administration, we changed our nuclear weapons employment plan. Sous l'administration Biden, nous avons modifié notre plan d'emploi des armes nucléaires. Cela signifie que notre plan de guerre prend désormais la Chine en compte. Nous avons donc refait notre ciblage, la manière dont nous ciblons, les ogives que nous utilisons, et ainsi de suite, afin de pouvoir lancer une frappe préventive contre la Chine, tout en conservant suffisamment d'armes nucléaires pour la Russie. Mais certains ont dit, jouons le jeu. Si les Chinois montent encore en puissance, cela ne fonctionnera pas. Nous avons besoin de plus d'armes nucléaires. Il n'y a donc aucun intérêt, du côté de l'administration Trump, à négocier un nouveau traité, car celle-ci prévoit à partir de demain de recharger des ogives sur nos Trident, en passant de 8 à 12 ou 14, et sur les Minuteman III, de 1 à 3, afin de remonter notre nombre total d'ogives. Et maintenant que notre nombre d'ogives est revenu à la hausse, nous pourrons dire que nous avons la parité avec la Russie et la Chine. Le problème, c'est, que se passe-t-il si la Russie commence elle aussi à augmenter son nombre d'ogives? Nous entrons alors dans une course aux armements, et la trajectoire des arsenaux va dans la mauvaise direction. Et nous revenons ici à l'un des vrais problèmes. Avant le traité ABM, il y avait le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il y avait aussi le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Il n'a jamais été ratifié, mais il existe, et les deux parties ont accepté de s'y conformer. Le traité sur la non-prolifération a essentiellement consolidé les 5 États dotés de l'arme nucléaire existants, en stipulant qu'ils peuvent posséder des armes nucléaires et que personne d'autre ne le peut. Mais si vous signez ce traité, vous vous engagez à ne pas développer d'armes nucléaires, à accepter des inspections de sauvegarde, et ainsi de suite. Mais l'autre aspect, c'est que les États dotés de l'arme nucléaire étaient censés œuvrer à l'élimination de leurs armes. C'était la promesse, c'était l'accord. Tout est au point mort, et maintenant nous allons dans la mauvaise direction. Cela pourrait marquer la fin du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Cela pourrait marquer la fin de l'héritage de la non-prolifération nucléaire. Il existe un risque réel que si les États-Unis et la Russie s'engagent dans une nouvelle course aux armements nucléaires, commencent à construire de nouvelles armes nucléaires, à déployer des milliers d'autres ogives, d'autres nations se disent « Nous devons avoir des armes nucléaires, nous aussi ». C'est aussi déstabilisant que possible. C'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Et encore une fois, je le souligne. 6 décennies de travail, 6 décennies d'expérience en matière de contrôle des armements, jetées aux oubliettes parce que quelques idiots à Washington, D.C. ignorent leur propre histoire. Tous les arguments qu'ils avancent aujourd'hui pour justifier la nécessité de faire X, Y et Z sont les mêmes que ceux formulés dans les années 1960 et 1970, et ils se sont révélés fondamentalement erronés. C'est pour cette raison que nous sommes passés au contrôle des armements à l'origine. Nous ne devrions pas avoir à réinventer la roue. Nous ne devrions pas avoir à réapprendre ces leçons. Mais ceux qui oublient les leçons de l'histoire sont condamnés à les revivre. Et nous y voilà, en train de revenir en arrière. C'est une remise à zéro, un retour à la case départ. Espérons que cela s'arrête si nous parvenons à préserver le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Mais il y a une chance que tout soit réinitialisé jusqu'à l'époque où Kennedy et Khrouchtchev venaient à peine de se faire face lors de la crise des missiles de Cuba. Nous devons tout recommencer et il se peut que cette fois, nous n'y survivions pas.